Voilà, maintenant une table ronde sur l'apport indispensable des médecines complémentaires et alternatives. Alors, on va voir que les réponses pour améliorer la qualité de vie des salariés aidants ne sont pas que médicales. Elles ne passent pas que par le médecin. Les médecines complémentaires et alternatives peuvent être très utiles, mais lesquelles? Comment? Quel retour d'expérience? Pour en débattre, donc, je vais demander à Martine Aulagnier de venir ici, qui est présidente de Passerelle Assist Aidants. Et à Stéphane Hugon, sociologue, directeur du cabinet Eranos. Alors, un atelier de travail a été organisé, Martine Aulagnier, en 2 temps pour définir une ou plusieurs solutions concrètes applicables par les entreprises en général et la mutuelle générale en particulier. Alors, comment allez-vous procéder? Quelles sont les conclusions de ce travail? Et d'abord, parce que médecine alternative, médecine complémentaire, ça regroupe beaucoup de choses. De quoi parle-t-on? Alors, effectivement, les médecines complémentaires et alternatives, il faut les définir. Dans médecine complémentaire et alternative, vous avez complémentaires et alternatives. Alors déjà, ce qu'elles ne sont pas, ces médecines, ce ne sont pas des médecines traditionnelles. La médecine traditionnelle, en fait, elle soigne une maladie. C'est-à-dire, on va faire un diagnostic et on va appliquer une thérapeutique. Lorsqu'on parle de MCA, de médecine complémentaire et alternative, on parle d'accompagnement non médicamenteux. Et ces médecines, en fait, elles prennent la personne dans leur globalité, à la fois le corps et l'esprit. On parle de soins par le lien, on parle de mieux-être, on parle de bien-être. En tous les cas, on ne parle pas de thérapeutique. Voilà, ce sont des médecines qui arrivent en complément de la médecine traditionnelle. Voilà, on va faire un débat sur... Vous allez nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien, parce que la médecine traditionnelle... Moi, je suis médecin, je n'exerce pas, mais je ne veux pas défendre la médecine traditionnelle, mais ça se complète, c'est pas autre. Parce que la médecine traditionnelle, c'est pas que le médicament, c'est aussi l'écoute, c'est aussi la relation à l'autre, etc. Mais là, dans la situation des salariés aidants, quel type de médecine alternative ou complémentaire peuvent être utiles? Alors écoutez, c'est un peu le but de l'atelier, donc effectivement, oui, auquel nous avons participé. Je voulais remercier vraiment tout le groupe parce que nous venions d'origines diverses avec des analyses complémentaires et en particulier quand même signaler l'intervention de Alice Varesfoul, qui était psychologue, qui participe à l'Agence nationale des MCA et qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation de cet atelier. Alors, vous vouliez des exemples de MCA, par exemple? Oui. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure des exemples de MCA, dans quelles circonstances, dans quelles situations, comment tout, pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Alors, écoutez, on a parlé tout à l'heure, et Glantine l'a bien dit, des difficultés rencontrées par les salariés aidants qui souvent commencent par un épuisement, une fatigue, du stress, pas de temps pour moi, une vision négative de l'avenir. Typiquement, dans ces cas-là, on peut parler de sophrologie. Pourquoi? Parce qu'avec la sophrologie et avec des techniques respiratoires faciles à comprendre et à pratiquer seul après, et avec une vision positive des choses, c'est-à-dire arriver à avoir une vision positive de l'avenir, on peut améliorer la situation de l'aidant. Églantine parlait aussi tout à l'heure, c'est un deuxième exemple, du fait qu'on ne dort pas, il y a un problème de sommeil. Eh bien, par exemple, je pense à un salarié aidant qui se levait ou qui était réveillé 4 à 5 fois par jour la nuit. Eh bien, simplement avec le shiatsu, en fait, finalement, ce sont des pressions ponctuelles sur des méridiens avec des techniques respiratoires aussi. Ce salarié aidant, au bout du compte, ne se réveillait plus qu'une fois, 2 fois par jour. Les exemples sont multiples. Les troubles neuromusculaires qui souvent sont nombreux aussi parce qu'on porte des charges lourdes, parce qu'en fait, voilà, eh bien finalement, on peut utiliser
aussi, nous avons des psychomotriciennes qui peuvent intervenir. Il y a du sport, il y a du pilate, l'équilibre du corps. On peut travailler sur ce genre de choses. Donc, on voit bien que ce sont des techniques qui sont complémentaires parce qu'en fait, pour le sommeil ou pour l'avenir, si un salarié aidant va voir son médecin et lui dit qu'est-ce que va dire le médecin? La plupart du temps, on sait que le médecin dit « prenez du repos ». Malheureusement, le salarié aidant ne peut pas se reposer, il n'a pas le temps de se reposer. Ou alors, prenez des médicaments pour dormir, et dans le pire des cas, prenez des anxiolytiques. Donc, ces médecines complémentaires et alternatives ont un rôle complémentaire à la médecine, ils ne s'opposent pas et ont un rôle vraiment décisif pour mieux accompagner les aidants. D'accord. Stéphane Hugon, quel est votre regard de sociologue? Vous n'êtes pas un spécialiste, ça tombe bien, des médecines complémentaires et alternatives. Pour vous, il y a un peu avant et après le Covid, la qualité de l'écoute, la qualité de la relation. Quel est votre regard globalement sur le salarié aidant et l'aide qu'on peut lui apporter avec des solutions autres que ce qu'on fait traditionnellement? Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces pratiques thérapeutiques dont on parle, elles viennent traiter quelque chose qui est peut-être un peu l'idée obsédante de toutes nos discussions et qui pourrait se résumer dans le trait d'union qui existe entre salarié et aidant. On a un problème d'interfaçage entre ces deux expériences qui sont des expériences existentielles, expériences relationnelles, expériences organisationnelles. Comment être un bon salarié tout en étant un bon aidant. Voilà. Et on voit que, et le témoignage d'Églantine était éloquent de ce point de vue-là, il y a une solution qui vient très justement de rendre plus fluide ce trait d'union. Voilà. Donc en fait, au-delà d'une considération individuelle et d'un soin qu'on va donner à la personne individuelle, il y a une logique, un champ de solutions, et c'était un peu évoqué à la table précédente, un champ de solutions qui vient de l'écosystème, qui vient de l'architecture des interactions. Donc, la question de l'organisation du travail est clé. Et c'est là où, effectivement, des cultures managériales vont être en force de proposition pour, très justement, permettre des situations plus fluides, ces situations d'interface. Je crois que vous avez raison, on a tous vécu, et c'est peut-être le bon côté de cette crise sanitaire du Covid, on a tous vécu un moment d'éloignement avec ce qui, pour moi, sociologue, est une douleur immense, ce mot de distanciation sociale. Comment est-on capable de faire entreprise hors les murs ? Comment est-on capable de continuer de faire famille dans la famille alors qu'on y est tout le temps ? Et finalement, il y a un problème de seuil, un problème de distance, un problème relationnel. Et d'un seul coup, on a le sentiment, et moi je le vois sur d'autres secteurs que j'ai le plaisir d'accompagner, qu'on a redécouvert, après une culture très forte de 25 ou 30 ans, dans laquelle les organisations se centraient sur une personnalisation et une individualisation du service, la formation, le recrutement, le management, l'aide, qui était forcément individualisée. On s'aperçoit aujourd'hui, du fait et à la faveur de cette crise, qu'il existe un gisement qu'on a sous-estimé, particulièrement en Occident, et qui est le réseau de proximité. C'est pour ça qu'il existe une économie de la considération qui est à l'œuvre. Et dans cette économie de la considération, ce qui est le plus important entre les personnes qui constituent une famille ou une entreprise, c'est la nature et l'architecture des interactions possibles. Et j'étais attentif tout à l'heure à ce qui était dit sur l'idée qu'on commence par parler, on commence par créer des espaces possibles, on rétablit des interfaces entre des personnes qui ne se voyaient pas ou qui n'osaient pas dire ce qu'elles vivaient de part et d'autre. Et l'entreprise et les aidants ont intérêt à gagner sur cette fluidité qui viendra d'une nouvelle architecture, donc d'une nouvelle culture managériale et d'une reconnaissance. Nouvelle architecture, nouvelle culture managériale, le Covid cataclysme, prise de conscience, comment on fait ? En fait, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ont engagé des dispositifs, mais on pourrait dire qu'il existe un modèle organisationnel qui, depuis longtemps, est en avance sur ça. Je dirais que c'est tout le champ mutualisme et coopératif qui a pour objet de soigner les notions de proximité, qui est souvent présent dans les déserts territoriaux, qui prend en charge des formes d'interaction, de relations, de médiation entre les personnes, et qui fait qu'il est très probable que ce dispositif-là, ce modèle social, qui a prouvé d'ailleurs qu'économiquement il était extrêmement performant, soit l'un des champs de la solution. D'accord.
Et alors, on ne s'éloigne pas du tout des médecines alternatives. Hein, Absolument parce que pas. non, on pourrait croire. On est au cœur. C'est un des outils, la médecine, j'ai bien compris, les médecines alternatives. D'ailleurs, est-ce qu'il faut appeler ça médecine? Je ne sais pas. Non, les médecines alternatives. C'est une question. Des solutions alternatives. Comment on relie cette vision que vous avez et cette évolution qu'on sent bien? Enfin, il y a une rupture avec le Covid et avec tout ce qui se passe par ailleurs. Comment on relie ces solutions originales et cette théorie de la proximité, de l'écoute, de la qualité de l'écoute? D'abord, Martine Alagné, pour revenir aux solutions alternatives. Alors justement, avec la Mutuelle Générale, nous avons organisé un atelier sur ces médecines complémentaires et alternatives. Et quel était l'objectif de cet atelier? C'était de se dire, d'abord, il faut trouver des solutions concrètes et applicables en entreprise, et en particulier dans le cadre de la Mutuelle Générale. Et la question telle qu'elle était posée, c'est comment faire en sorte qu'on puisse améliorer la qualité de vie des salariés aidants à partir de ces médecines complémentaires et alternatives. Et donc, pour faire très vite, parce que le temps est compté, on a tout notre temps maintenant. Bon. D'accord. Alors, donc, il y a eu 2 temps. Il y a un premier temps, si vous voulez, dans le premier atelier, où en fait, nous nous sommes posé la question dont vous parliez tout à l'heure, Philippe, de la classification de ces médecines complémentaires et alternatives. Comment on pouvait les classifier et quelles étaient les médecines complémentaires les plus utiles pour les salariés aidants? Et surtout, comment on pouvait utiliser ces médecines complémentaires en entreprise. La deuxième partie de l'atelier, c'était vraiment quelque chose d'assez novateur parce que finalement, nous sommes partis du parcours de l'aidant. Et là, il y a quelque chose qui rejoint un peu notre propos, c'est que nous sommes partis de la question qui était posée et qu'on retrouve dans tous les ateliers, à savoir comment faire en sorte que le salarié aidant se reconnaisse comme aidant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise? Alors, on a beaucoup parlé à un moment de la définition de l'aidant, parce que la définition du salarié aidant, parce que plus la définition du salarié aidant est compréhensible et plus le salarié aidant va se reconnaître dedans. Mais il n'y a pas que cette question de la définition, à mon sens. Il y a aussi la question des difficultés rencontrées par les aidants. Quelles sont les difficultés rencontrées par les aidants et à quel moment dans le parcours de l'aidance ces difficultés apparaissent. Donc, on a essayé dans le groupe de retracer tout le parcours en fait de cet aidant à partir du moment où il va pouvoir se reconnaître comme aidant. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et c'est là où on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il nous est apparu nécessaire non seulement qu'il y ait des lieux d'écoute, mais pas n'importe quelle écoute, c'est-à-dire une écoute bienveillante, une écoute non stigmatisante. On a vu des exemples dans le film qui sont très, très prégnants. Et peut-être je rajouterais, en plus de l'écoute et en plus effectivement de l'information, je rajouterais la considération. La considération, quelque chose d'absolument essentiel pour que l'aidant, lorsqu'il vienne, il n'est pas en situation d'infériorité, mais d'une part, on le considère et on va lui offrir des solutions. Donc au départ, il nous est apparu, ce qui était important, c'est cette écoute et c'est le rôle des psychologues. Et au fur et à mesure que les difficultés apparaissent, il y a un parcours, on l'a vu tout à l'heure, c'est le stress, c'est la fatigue, c'est le manque de temps, c'est le jugement des autres, c'est la peur de l'avenir, c'est le mal de dos, c'est tout ça. On a ciblé, en fait, quels étaient les types d'accompagnement ou médecine complémentaire et alternative qu'on peut utiliser. On a ciblé la sophrologie, on a ciblé le pilate, on a ciblé le shiatsu, l'art-thérapie, et toute une série, en fait, de médecines complémentaires jusqu'à la fin du parcours, si l'on peut dire, où là, on parle carrément d'accompagnement de fin de vie et où, à mon sens, l'accompagnement doit absolument être essentiel pour le salarié à ce moment-là. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est là où il se retrouve isolé et un peu abandonné. Donc, dans cet atelier, on a bien balayé ce parcours de l'aidance et on s'est dit quelles solutions apporter concrètes. Et les solutions, finalement, qui sont ressorties sont écoute, considération, bienveillance, où on a proposé donc des guichets
qualité de vie. Pas, par exemple, des cafés salariés aidants, ça pouvait être stigmatisant. Mais justement, vous disiez qu'il faut un lieu, est-ce que disait Philippe Cahin, il faut une maison, il faut un relais, mais est-ce qu'on va bien essayer de l'écoute, de la relation à l'autre, mais dans le cas des salariés aidants, est-ce qu'il faut un lieu dédié aux salariés aidants ou un lieu plus large où peut être abordée la problématique du salarié aidant? Comment faire en sorte que ça fonctionne, quoi, tout simplement? En fait, il ne faut surtout pas un seul canal. Il faut utiliser différents canaux où l'aidant peut se retrouver. Ça peut être le téléphone, ça peut être les plateformes, on en a parlé, ça peut être des lieux dédiés à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être ces guichets de qualité de vie où, par exemple, on peut faire des cafés des aidants, on peut faire des réunions thématiques sur des sujets bien précis, ou au contraire, des ateliers d'initiation à ces médecines complémentaires et alternatives. Il y a toute une palette qui existe. Et après, vous en parliez tout à l'heure, il y a la question managériale, c'est-à-dire qu'à mon sens, qui et comment accueillir ces personnes et par qui à l'intérieur de ces lieux. Et là, le groupe a vraiment vu que c'était une culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir malgré tout le top management qui donne une décision, il faut que cette culture d'entreprise irrigue au niveau de tous les salariés, que chacun comprenne bien qu'en fait, aujourd'hui, je suis salarié, mais dans mon parcours professionnel, à un moment ou à un autre, je peux devenir salarié aidant et les problèmes se posent. Donc, nous sommes tous concernés. Donc, le côté managérial des choses est vraiment absolument essentiel et le groupe a pensé que ça pouvait venir des assistantes sociales formées. Ça peut venir aussi beaucoup, on l'a vu là dans le cadre de la mutuelle de RH, qui sont formés et ouverts à ce type de problématiques. Mais on a beaucoup parlé aussi de pairs, de comités de pairs. PAI. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des anciens salariés aidants qui vont pouvoir parler avec les autres salariés. Et évidemment, a été abordée, mais ça, je crois que c'est un point important, la question de l'aménagement du temps de travail, parce que je crois que la mutuelle générale a été mise en place un open travail où finalement les salariés qui sont nombreux, qui peuvent n'avoir à être au bureau que 4 jours par mois. Et ça, on a vu à quel point c'était important. Ils travaillent chez eux. Ah, d'accord. Ils travaillent chez eux. En espérant qu'ils ne sont pas sollicités toutes les heures par leurs responsables. Et qu'est-ce que tu fais, parce que dans ce cas-là, il faudrait plus parler de flexibilité au travail. Oui. Mais voilà, donc c'est quand même très intéressant. Tout ça va donner l'objet d'un guide, vous allez nous en parler. Mais alors, pour revenir avec vous, ce lieu dans l'entreprise, c'est pas évident, où on peut justement alors, parler des solutions alternatives et complémentaires à la médecine, tout ça, mais il ne peut pas y avoir 36 000 lieux. Mais ce qui est intéressant dans toutes les pratiques que vous évoquez, les pratiques thérapeutiques, c'est que ce sont des thérapies du lien. C'est les thérapies du lien, c'est-à-dire que peut-être que là, on a une clé, c'est-à-dire qu'une partie du problème, c'est l'isolement. Et donc, une partie de la solution, c'est de rétablir un espace qui permette de reconsidérer, de rétablir des relations et de produire, y compris dans des solutions qu'on n'attend pas, mais de produire du réseau de personnes qui d'un seul coup se rendent disponibles et sont une partie de la solution. Et un peu comme ces amis qui surgissent chez vous, Églantine, que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc la mise en réseau des personnes, je crois que c'est le propre aussi de l'organisation d'une entreprise. Une entreprise, c'est pas seulement une collection de gens qui individuellement sont formidables, c'est aussi la capacité d'interaction et la manière dont chacun s'autorise à pouvoir agir vis-à-vis de l'autre qui va créer quelque chose de fort. Alors, vous avez raison, il faut cristalliser ça sur des lieux. Moi, j'ai un vieux maître à l'époque qui avait dirigé ma thèse qui disait « le lieu fait le lien ». Je crois qu'il y a des lieux qui, par leur nature, induisent une forme relationnelle. Donc effectivement, il faut flécher, et Philippe l'a dit tout à l'heure, il faut flécher des lieux qui déclenchent cette demande ou cette offre de considération et de service. Et ça, je crois que ça peut appartenir aussi à l'entreprise de faciliter par son organisation du travail,
par ces espaces qui peuvent être des espaces en ligne, hein, bien évidemment, ou des espaces physiques, et qui peuvent très justement ritualiser quelque chose qui, au fur et à mesure, va s'inscrire dans la culture de l'entreprise. Est-ce que c'est des lieux collectifs? Est-ce que c'est des lieux dans le bureau de l'assistance sociale? Est-ce que c'est mieux la proximité ou le distanciel? Comment vous voyez ça? Ça, je pense que ça dépend. Oui, il y a plein de solutions et ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Ça peut être un lieu interlope, par exemple, un lieu qui n'est pas dédié directement à ça, pour le rendre plus facile, pour permettre d'aborder la discussion de manière moins culpabilisante, etc. Ou au contraire, ça peut être un lieu qui est spécifiquement avec des horaires, des moments qui sont induits, un espèce de bureau de ce qui... Ça va dépendre véritablement de la culture managériale. Pour des cultures qui sont très horizontales ou qui donnent une responsabilité particulière aux salariés, mais je pense aussi aux clients, aux sociétaires ou à n'importe qui est dans l'écosystème de l'entreprise, il peut y avoir des lieux spontanés. Dans d'autres entreprises, il faut qu'il y ait un guichet qui soit beaucoup plus fléché. D'accord. Le lieu, c'est le lien. C'est ça. On s'en souviendra. Alors, le lieu, c'est le lien, Martine Olanier, et c'est le guide aussi. Vous allez faire un guide, justement, alors qui est classé, vous nous avez commencé à nous en parler un peu là à l'instant, par indication. En fonction des problèmes, quel type de médecine complémentaire et alternative pourrait être utilisé? Voilà. Ce guide, il est en cours? Ce guide devrait sortir avant la fin de l'année. Cette année. Il y a un travail de réflexion qui est en cours de réalisation. Alors, il faut savoir qu'il y a un premier guide qui a été sorti par la Mutuelle Générale. Il ne s'agit pas de refaire la même chose. C'est évidemment un guide qui est destiné aux salariés aidants, qui est destiné aussi à être transmis à toutes les entreprises. Et la question qui est posée, c'est celle du parcours de l'aidant, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de ce parcours que l'on a construit dans l'atelier, quel type de médecine complémentaire alternative on peut utiliser à tel ou tel moment. Et c'est en fait ce qui est vraiment novateur parce que, au-delà du fait que l'aidant va pouvoir se reconnaître comme aidant, on va lui apporter des solutions. Et ce guide, en plus, va être ouvert sur les différents types de solutions qui peuvent exister en termes de, bien sûr, médecine complémentaire et alternative, mais en termes de dispositifs aussi. Donc, la réflexion continue sur ce sujet, mais je pense que c'est vraiment important, cette approche qui permet d'apporter vraiment des solutions précises en fonction de difficultés rencontrées par le salarié aidant dans son parcours. D'accord. Un guide, c'est une bonne idée? Bien sûr. Bien sûr, parce que ça cristallise quelque chose qui... Non, bien sûr, il faut donner la pulsion. On voit bien que, et c'était indiqué tout à l'heure par le président Sagon, il y a encore une proportion de gens qui cachent leurs conditions et qui pourtant, on l'a dit, hein, pourraient être un gisement de valeur pour l'entreprise. Compétences transverses. Des compétences transverses, toutes ces soft skills qui ont été évoquées, ça veut dire qu'il faut déclencher. Il y a un volontarisme et il y a l'idée du passage à l'acte qui était, je crois, le mot-clé d'aujourd'hui, me semble tout à fait pertinent. D'accord. Alors ce guide, donc, fin de l'année ou début de l'autre, vous l'aurez terminé on va demander au président ce qu'il en pense. Nous, on travaille, on est prêts, on est dans les starting blocks pour faire avancer les choses. C'est le président qui bloque, vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est le président qui pousse, à mon avis, pour que ça se fasse. Ça va, on est sauvés. Merci, madame, merci, monsieur. Et voilà, on vous applaudit.